Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Mathurin Sauvé, présentateur, animateur depuis plus de 8 ans. Mathurin, si vous ne le connaissez pas, c'est de la joie de vivre et beaucoup d'enthousiasme. Il est toujours partant pour tous les projets que j'ai pu lui proposer et la preuve en est encore aujourd'hui. Il aime mettre son savoir-faire et je dirais même son savoir-dire au service des entreprises avec lesquelles il collabore. Mais quand on lui demande de parler de lui, c'est un tout autre exercice. Alors aujourd'hui, en toute bienveillance, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur lui. Let's go! Bonjour Mathurin. Salut Cassandre. Merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec toi le sujet de la prise de parole en public. C'est vrai que lorsque j'organise des événements pour mes clients, que ce soit des conventions ou des séminaires, pour certains collaborateurs, prendre la parole en public est un vrai challenge. Alors que toi, ça paraît si simple, si évident pour toi cet exercice. Du coup, voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Si ça te convient, je te propose que dans un premier temps, on parle de toi et de ton parcours. Ok. Et puis dans un second temps, qu'on parle de ton expertise et peut-être que tu pourras nous donner quelques conseils pour dorénavant encore mieux réussir nos prises de parole en public. Écoute, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation, je suis très honoré. Les conseils vont coûter cher, mais on en reparlera plus tard. On verra après. Mais en tout cas, je suis prêt. C'est parti. Bon. Mathurin, qui es-tu? Quel est ton métier et depuis combien de temps tu l'exerces? Eh bien écoute, qui je suis? Mathurin Sauvé, c'est mon nom de famille. Sauvé Mathurin, c'est mon prénom. D'accord. Voilà, je préfère préciser. Donc, avec un prénom comme celui-là, on démarre bien dans la vie, ça fait plaisir. 34 ans, bientôt 35. Je suis Mouvalo actuellement et je me suis lancé dans l'aventure en 2015. D'accord. Et j'ai réellement commencé en 2018. Ok. Et j'expliquerai après pourquoi. D'accord. Alors, je ne pose pas plus de questions là-dessus. Du coup, est-ce que tu as fait une formation, une école, ou alors est-ce que c'est un métier qu'on apprend, comme on dit, sur le tas? Bah, écoute, je pense qu'il y a deux cas de figure. Moi, pour ma part, c'est vraiment sur le tas. D'accord. C'était pas du tout prédestiné, c'est arrivé complètement par hasard. Mais pas tant que ça non plus. En fait, il y a eu quelques petits liens qui se sont faits dans mon parcours pour que j'en arrive là aujourd'hui. Mais la plupart du temps, le coup classique, c'est école de journalisme. Oui. C'est beaucoup des journalistes qui arrivent animateurs et c'est souvent par la radio que ça passe. Après, dans nos métiers purement événementiels, on est plus sur des animations, ça peut être des conventions, des séminaires sur l'entreprise. C'est vrai que c'est un milieu, c'est une niche en fait. C'est assez particulier, on n'est pas nombreux à faire ce métier. Oui. Mais il n'y a pas de formation type, en tout cas moi j'en connais pas aujourd'hui. Il n'y a pas de session de formation qui permettent de se dire je vais faire présentateur pour des événements d'entreprise. Donc c'est un petit peu une première occasion qui a fait que tu as intégré… Exactement. Ok. C'est tout à fait ça. Et donc justement, j'ai pu lire dans ta bio LinkedIn que tu te présentais comme présentateur, animateur et speaker. Ouais. Quelle est la différence, quelle différence fais-tu entre ces métiers? Bah, écoute, la différence, elle est quand même visible. Un animateur, ça va plutôt être très bêtement de l'animation. D'accord. Donc on parle plus sur du team building, animer un groupe. Voilà, il va falloir fédérer, créer de la cohésion, c'est très important. Le présentateur, il va plus avoir cette posture de présenter, donc on est plus sur de la convention, sur du séminaire, sur des événements de soirée d'entreprise, où là on a vraiment ce rôle de un peu ce qu'on appelle dans le métier vulgairement le passeur de plat, mais avec un gros travail de préparation quand même. Et le speaker, alors speaker, il y a deux cas de figure. Il y a le speaker sportif, Oui. donc c'est le speaker qui est la jour J, les jours de match, qui fait un peu une double casquette entre ambianceur et en même temps de commenter ce qui se passe pour que le public comprenne aussi, parce que c'est pas forcément des gens qui sont à fond dans le sport qui viennent voir, souvent c'est très familial, donc c'est convivial aussi. Et le speaker qui est plus là sur des conventions, et en fait le speaker c'est l'intervenant, on appelle ça un speaker aussi. Ok, donc multi-casquette. On essaye en effet. Et rassure-nous, est-ce que toi aussi tu stresses quand tu dois prendre la parole? Je ne stresse plus aujourd'hui. Non, ça arrive encore un peu. Ça arrive encore un peu. Mais c'est avec l'habitude, en fait, si tu veux. C'est à force d'avoir tous les cas de figure possibles et imaginables. Oui. L'expérience, tout simplement. Exactement. Au début, ce stress, tu l'as parce que tu as l'imprévu. Dans l'événementiel, on le sait tous que tôt ou tard, ça va arriver. C'est obligatoire. C'est là. Et c'était très bizarre au départ parce que j'étais tellement dans ce pouvoir et ce devoir de contrôle que tu es tellement en attente que l'imprévu arrive qu'en fait, c'est ça le stress qui monte. Et tu te dis, mais il va se passer un truc, mais quand et quoi? Et en fait, quand tu arrives à te décharger de ça, à te dire, ok, je l'accueille, c'est cool en fait finalement.
Parce que cet imprévu, à force, je vais pouvoir en jouer, je vais pouvoir l'analyser, je vais pouvoir rebondir dessus, et je vais pouvoir m'en servir comme matière pour justement donner du contenu, et puis me sortir de situations qui parfois peuvent être un peu cocasses. Cocasse, mot qui n'est plus utilisé depuis 1912, je tiens à le dire, et il vient de sortir. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on l'accepte. Absolument, écoutez, on accepte tout ici. Tout à fait. Et justement, comment trouver le ton à donner à sa prise de parole? Est-ce que justement tu as ton propre ton à toi ou alors est-ce que tu vas l'adapter en fonction de chaque prise de parole? Écoute, il y a les deux. Je pense que j'ai un ton, une manière de faire que j'emploie qui est assez spécifique. Et en tout cas, dans la région de Hauts-de-France, tous les animateurs, on a chacun son spectre. Ouais. Et ça, c'est cool parce que on a tous nos différences, nos particularités et on a tous cette passion du métier qu'on fait. Si tu veux, quand je monte sur scène, la règle, c'est j'ai à peu près entre 15 et 30 secondes pour séduire le public. Ouais. C'est très court. Ouais. Et il faut tout de suite un icebreaker percutant. En fait, il faut réussir à embarquer tout le monde. Et toi, en tant que présentateur, tu as aussi très peu de temps pour jauger Bien sûr. ton assemblée Ouais. et dire « Ok, ça va être un truc un peu plus conventionnel. Ok, je vois qu'ils répondent, donc on va pouvoir jouer un peu. » Et ça te donne la base, en fait, directement de pouvoir savoir dans quel spectre, dans quel cast tu vas pouvoir aller pour pouvoir faire en sorte de faire que ton événement soit réussi. Et donc justement, est-ce que tu es plutôt de la team impro ou alors tu es plutôt de la team à préparer, à avoir des fiches, à faire des répétitions? Comment tu prépares ta prise de parole? Tout dépend de l'événement. Tout dépend de l'événement. Pour une convention, c'est énormément de travail. Et la plupart du temps, c'est 3 mois de travail en amont. D'accord. Où tu viens vraiment écrire. Alors après, c'est plus sous une casquette de consultant que j'ai aussi aujourd'hui. Où là, tu accompagnes du coup ton client à cette convention. Donc, ils font appel à toi de A à Z. Donc, tu les rencontres en amont. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font aussi bien dans leur vie perso. Alors, sans rentrer dans l'intimité, mais ça me permet aussi de mieux les connaître, de mieux les accompagner. Et puis après, on travaille sur le discours. Très important. Il y a des mots-clés qu'il ne faut pas utiliser, qui sont très négatifs, qu'on emploie tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est des mots qui peuvent être un peu rébarbatifs, alors qui font partie du langage quotidien. Mais il faut les éviter. C'est des signaux en fait, qu'on envoie. Et sur des conventions où c'est des conventions annuelles, on a plusieurs milliers de personnes, c'est très important pour le directoire de pouvoir utiliser des mots qui sont percutants, mais qui ne sont pas négatifs. Tout à fait. Même si on doit annoncer des choses qui ne sont pas forcément agréables, ou on fait des retours qui sont un peu négatifs, mais c'est très important de garder toujours cette notion de positif. Et du coup, tu as quand même de la préparation, mais moi j'aime ce côté impro. Impro, bien sûr. C'est ce qui m'excite le plus dans mon métier. J'aime ce côté limite parfois un peu stand-up, tu vois. Oui. Ça arrive qu'il y ait des imprévus, on me dit dans l'oreillette, ok, tu dois broder pendant 20 minutes. Et je suis, les gars, 20 minutes, vous vous rendez compte ou quoi, c'est énorme. C'est un épisode sur Netflix. Et là, tu fais, ok, go, fais, on y va. Quoi. De toute façon, je suis là, ils sont là, je suis là. Donc, Bon, ça, on y reviendra un petit peu après sur la gestion des imprévus. Autre question, est-ce que selon toi, c'est inné de savoir prendre la parole en public ou est-ce que justement ça se travaille? Encore une fois, je pense que c'est un peu les deux. Pour ma part, sans aucune prétention, je ne vais pas dire que c'est inné, mais c'est dans les gènes. Ouais. J'ai mon feu grand-père paternel qui faisait des spectacles en ch'timi. D'accord. Parce qu'on est picards. Et franchement, alors nous, avec les frérots, quand on allait le voir, on était petits, on comprenait absolument rien à ce qu'il racontait sur scène. Mais juste sa gestuelle, sa posture, ses mimiques, ça nous faisait mourir de rire alors qu'on ne comprenait rien. Et je pense que c'est dans les gènes. Après, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Ça va prendre plus de temps. Mais pour ma part, je pense que c'est aussi, ça joue beaucoup sur une personnalité en fait. Ça se travaille, mais on a tous nos personnalités. Oui. Et je sais que généralement, quand on vient me chercher, c'est plutôt, j'ai pas trop cette démarche journalistique. Je vais l'avoir parce que ça fait partie de mon métier, mais j'aime bien donner un petit coup de fouet, tu vois. Alors gentil ou attention, pas non plus. Je suis pas là pour révolutionner le truc, mais donner cette touche de convivialité. On fait, ok, on est sur une convention, ok, c'est quelque chose d'important, mais faire venir des intervenants et les écouter parler pendant une demi-heure sans qu'il se passe rien, moi ça me gêne. Ça me gêne dans le sens où je me mets à la place de l'auditoire, j'y étais. Et en fait, déjà rien que 5 minutes d'attention, c'est énorme. Et au bout de 5 minutes, on décroche. S'il n'y a pas un truc qui va venir percuter, exactement, donner un coup de peps, tu vois, c'est comme en cuisine, ils aiment bien dans Top Chef. Exactement. Un petit coup de peps qui réveille les papilles, allez hop. Donc c'est important, mais ça se travaille, tout se travaille. Autre question, alors là c'est plus, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter d'une prestation qui a été différente des autres? Voilà. J'en ai bien trop. Mais oui, je me doute. C'est ça le problème. Allez, une. Écoute, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. C'était assez rigolo. C'était une convention
4500 personnes à Douai, c'était assez costaud. Je pense que je peux le dire, c'était en co-animation avec Faustine Bollard. J'avoue, je me fais un peu mousser. Moi aussi, j'ai travaillé avec elle. Allez, check. Check. Fofo, si tu me regardes. Ouais, c'est ça. J'espère qu'elle ne me regarde pas, sinon elle ne m'appellera plus jamais. Non, c'était vraiment cool. Enfin, c'était la première fois que je faisais une presta devant autant de monde. Et c'était, moi, en fait, l'énergie, je me sers de l'énergie de l'auditoire et ça me booste, en fait. C'est incroyable. Et là, les 4005, c'était fou. Et du coup, à la fin de cette prestation-là, j'étais censé faire la transition entre Faustine, qui devait malheureusement nous quitter parce qu'elle avait des impératifs aussi le soir, et juste Mickaël Grégorio qui prenait le relais derrière. Ok. Voilà. Et là, on me dit dans l'oreillette, la chef de projet qui me dit « Ok, Matt, écoute, en fait, les gars, il faut qu'ils se raccordent. Donc là, tu as 20 minutes devant toi parce qu'ils ont besoin de faire du raccordement live pour eux, les instrus. Donc voilà, on a confiance en toi. Tu as 4500 personnes. À toi de faire. Voilà, tu te débrouilles. Et du coup, c'est parti en sucette, gentiment. Mais je les ai fait faire une hola, je les ai un peu chauffé la sauce, j'ai improvisé un quiz, c'était... Mais ça fonctionnait. Mais ça fonctionnait. Je t'avoue que j'étais un peu... Là, pour le coup, c'était sport, quoi. Parce que tu te dis... En fait, ton cerveau, il se met en branle direct et tu te dis, voilà, 20 minutes, il y a 4000 personnes. Tu te dis, mais 20 minutes, c'est énorme, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, là, c'était en mode pilotage automatique. Il y a un truc qui se passe là-haut, ça se déconnecte et tu es là, mais en fait, je sais ce que je dois faire. Allez, go, on y va. C'est ça. Et donc, petite anecdote, voilà, petit coup... Là, j'avoue, j'ai eu un petit coup de pression léger. Oui, je me doute. Voilà. Je me doute. Mais ça fait partie du métier, du coup, tu l'absorbes. C'est l'adrénaline sympa, quoi. Ouais, exactement. Et il en faut, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Elle est là, donc faut jouer avec. Après, sinon, non, des bafouillages, j'en ai un particulièrement, mais elle est un peu olé olé, du coup, ça, je vais pas te la raconter. Bon. Mais après... il y en a plein. On fera ça en antenne. C'est ça. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, peut-être que tu vas avoir en effet des conseils à nous donner pour qu'on puisse se sentir plus à l'aise lors de nos prochaines prises de parole. Alors je dis nous, parce que pour moi aussi c'est tout nouveau de prendre la parole en public, mais il y a aussi vous qui nous regardez derrière la caméra. On parle souvent de confiance en soi aussi pour prendre la parole comme ça et oser. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance ? Bah écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie intégrante du métier. Moi, ça a été très révélateur, ça m'a beaucoup chamboulé, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi-même. Parce que tu as toujours cette question aussi de l'imposteur et donc de la confiance. Bien sûr. Qui suis-je pour faire ce métier, tu vois, quelle est la plus-value par rapport à quelqu'un d'autre d'être sur scène, de devoir orchestrer et en fait, la confiance en soi, ça joue pour beaucoup. Les conseils, c'est en fait, on n'est pas des machines, quoi. C'est bête, hein, c'est vraiment bêta ce que je dis, mais c'est ce que j'explique lors des conventions ou des masterclass qui m'arrive de donner de temps en temps. S'il y a un bafouillage, ça nous est arrivé tout à l'heure, tu vois. Enfin voilà, ou quelqu'un qui prend la parole, on ne s'est pas compris, c'est un chassé-croisé. En fait, c'est une histoire d'image et de jugement. C'est ça qui est compliqué dans cette prise de parole et dans ce métier, c'est-à-dire que on a toujours cette étiquette de se dire, ok, en fait, je parle devant quelqu'un, je vais forcément être jugé, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui se cassent les dents, qui sont un peu névrosés en mode « moi, je veux 100% de mon auditoire, je veux les séduire à fond ». Parce qu'une prise de parole, c'est aussi un jeu de séduction, on ne va pas se mentir. Tu es obligé de séduire, ça passe par la séduction. Alors, ce n'est pas la séduction comme on peut l'entendre, de la dragouille. Et du coup, voilà, les tips, c'est de dire on se trompe, ça arrive en fait. Et au contraire, je trouve que ça donne une dimension humaine qui est vachement cool parce que on voit que c'est préparé, mais ça reste humain. Et du coup, c'est limite rassurant, je trouve, en fait. De voir que, c'est pas contrôlé sur le bout des doigts. Et ceux qui font du par cœur avec des fiches, franchement, respect. Moi, non, vraiment, c'est quelque chose qui m'impressionne. Je suis incapable de faire ça. J'ai toujours, moi, mes fiches, tu vois, mes notes. Et c'est pareil, c'est un conseil que je donne. Et ça m'arrive d'avoir souvent des élus qui partent des fois dans des... Et je critique pas, mais ils ont une trame. Donc moi, j'ai la trame, parce que c'est souvent leur cabinet qui écrivent leur discours. Donc moi, je les ai en amont. Et là, je les vois partir et je dis, OK, bon, ça va pas prendre 5 minutes. Je vois mais c'est intéressant, mais ça s'éparpille et tout machin. Et en fait, Et par contre, c'est là où tu perds ton auditoire. Parce qu'en fait, à force de partir et de développer et tout, ton point de départ, on ne sait même plus ce que c'est en fait. C'est ça. Et du coup, je leur dis, mais en fait, moi, ça ne me gêne absolument pas d'avoir quelqu'un sur scène avec des fiches, avec un porte-bloc. Au moins, c'est réglo. Et tu dis, voilà, tu jettes un coup d'œil de temps en temps. Alors, le lien, évidemment, c'est pas foufou, on va pas se mentir, c'est pas hyper pro. Mais juste se rattacher peut-être dessus de temps en temps. Exactement. Ça permet de rattraper le train, tu vois, de te remettre sur les rails et de dire ok, c'est bon, voilà, je me suis un peu éparpillé, c'est pas grave. Ok, là j'ai mon point, je l'ai bien surligné en gros. J'ai oublié de le dire, ça me permet de remettre dessus et de reprendre le fil en fait de là où tu voulais en venir. Mais la confiance en soi, c'est sûr que moi, je te dis, ça m'a beaucoup travaillé et dans le bon sens. Hein. C'était hyper révélateur parce que
voilà, tu as cette notion où tu es un peu un frontman, entre guillemets, tu vois. Je prendre ça par rapport à la musique, parce que c'est grâce à la musique que je fais ce métier. C'est pour ça, sur le tas, c'était vraiment ça le lien, en fait. J'étais dans un groupe pendant 3 ans et quand je suis arrivé sur la région lilloise, c'est ça qui m'a permis de faire le lien entre la scène musicale et la scène professionnelle. Donc je fais plus de musique aujourd'hui, mais ça m'a permis de découvrir mon métier et je pense que c'était le tremplin que j'avais besoin en fait. Finalement. Mais la confiance en soi, évidemment, c'est primordial, en effet. Et on parle de confiance en soi, on peut aussi parler de timidité. Est-ce que tu recommandes les mêmes conseils ou est-ce que tu as peut-être d'autres choses à ajouter pour une personne qui est timide ? La timidité, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens à gérer pour quelqu'un qui est timide, c'est compliqué au quotidien. C'est un super exercice par contre, parce qu'une fois qu'on le fait, il y a un vrai truc qui se passe. Déjà, il y a aussi la fierté, tu vois, on est fiers de nous, de se dire, même si on n'a pas fait un truc qui est bon à 100%, on l'a fait. On l'a fait, c'est ça. Et déjà ça, en fait, on se dépasse, tu vois, c'est le dépassement de soi aussi. C'est très philosophique sur. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vraiment des choses auxquelles je me suis confronté. Ma première presta, elle était catastrophique, je vais pas te mentir. C'était devant 10 personnes, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était à Le Valois-Perret, c'était fou. C'était fou parce que moi je trouvais que c'était nul. Tu vois, je me suis trouvé vraiment nul. Et j'étais très dur. J'étais très dur envers moi-même. Et à la fin, je me suis même excusé auprès du groupe avec qui j'étais. J'ai dit en fait, je suis désolé, voilà, c'est ma première prestation et tout. Et j'ai vu la chef de projet qui m'a regardé en disant mais qu'est-ce que tu fais? Et je sais pas, j'ouvre mon cœur, je me suis senti partir. Il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. Et ils ont tous dit non, mais en fait, c'était cool, tu vois, pas de pression. Nous, on n'a rien vu de tout ça, donc en fait, t'as même pas à t'excuser, quoi. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'étais dur avec moi-même et la timidité, c'est quelque chose où je peux paraître un peu extraverti, tu vois, comme ça, parce que j'ai un prénom qui me l'oblige. Mais en fait, il y a des moments où c'est compliqué, dans le sens où il faut vaincre aussi. Mais la timidité, c'est une histoire d'image encore. Mais bien sûr. On revient sur le même, sur la confiance en soi. C'est quand même souvent, c'est très lié. Il faut se détacher de cette image qu'on peut renvoyer et de se dire, il se peut qu'on soit jugé, mais c'est pas grave. Moi, je sais qui je suis. Oui. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et à partir de là, t'embarques en fait. Parce que tu te détaches de ce truc et t'as pas d'attente. Dans la vie, c'est beaucoup des histoires d'attente. C'est vrai. Et je pense que c'est ça aussi au début qui était compliqué pour moi, c'est j'avais une attente de me dire il faut que ce soit parfait. Et le parfait, c'est l'imparfait qui fait que c'est parfait en fait. C'est ça qui est cool et qui fait que c'est réussi et que c'est séduisant. Et du coup, la timidité, ça peut être un très bon exercice. En tout cas, moi, c'était le cas aussi. Ouais. Et des tips, c'est vraiment un truc que tu peux entendre un peu bêta, mais s'entraîner devant la glace. Oui, ça, c'est vrai que ça marche. C'est bête. Ou se répéter le texte plusieurs fois à voix haute, essayer de poser sa voix aussi. Un truc qui a été très révélateur, et on a tout ça aujourd'hui grâce à nos technologies, c'est le dictaphone dans le téléphone. Tu t'enregistres, tu t'écoutes, et poser sa voix, c'est un métier, il faut savoir le faire. Quand tu veux embarquer, tu vas plus partir dans les aigus. Quand tu veux calmer et poser, tu vas plus partir dans les graves. D'accord. Mais s'enregistrer, c'est un très bon exercice. Moi, je l'ai fait complètement par hasard, parce qu'on me demandait de faire un truc de voix off, et j'ai dit tiens, ok. Et en fait, j'étais très surpris. Le premier enregistrement, j'étais en mode ça va tout déchirer. J'ai écouté, je suis oula. Ah ouais, en fait, ça va pas du tout, quoi. Ça t'a permis de corriger, de réadapter un petit peu. Exactement. Et je m'en suis servi pour la suite, et j'ai senti qu'il y avait eu un cap qui était passé quand je me suis servi de cet exercice et de me dire en fait c'est cool, mais c'est pas du tout ce que je veux rendre. Le rendu est pas ce que je veux. Ouais. Dans ma tête, ça paraissait ça, mais en fait là, à l'écoute, à l'oral. Et puis, c'est savoir accepter sa voix aussi, parce que... Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est dur de s'entendre. Moi, je vais pas te mentir, j'ai du mal même de me voir. Ouais. Alors, j'aime bien ça, parce que faut pas se mentir. Franchement, l'animateur, présentateur qui dit j'aime pas être dans la lumière, c'est impossible. On aime ce métier-là. On aime ça parce qu'on est dans la lumière, on est sous les projos. Moi, je fais bien la différence entre... Je suis pas la star, en fait. Tu vois, la star, c'est l'événement. Moi, je suis le liant entre le public, l'assemblée, et mon support. Le support, soit c'est des intervenants, soit c'est, j'en sais rien, un PowerPoint, peu importe. Je suis là pour faire le lien, en fait, entre les deux. Mais en aucun cas, les gens viennent pour moi, en fait. Parce qu'en fait, ils s'en foutent complètement. Et c'est là où tu viens sortir ton épingle du jeu, c'est que tu te dis, OK, les gens, ils s'en foutent, et c'est très bien. Parce que je peux faire un peu ce que je veux, professionnellement parlant, tu vois, c'est cadré. Mais on revient aux attentes. Si je n'ai pas d'attente particulière, je ne suis pas un stand-upper, je ne dois pas faire marrer, je ne suis pas un comédien, je ne dois pas créer de l'émotion. Et du coup, ça vient naturellement. Autre question, on a souvent peur de la fameuse question un peu embarrassante, la question où on ne sait pas quoi répondre. Comment faire quand cette fameuse question arrive ? Écoute, tu viens de le faire là. Ok. Comment faire ? Moi, j'ai... Tu sais, le sujet où t'es pas à l'aise, où tu maîtrises pas, ou vraiment la question un peu embarrassante. Est-ce que justement tu essayes de faire en sorte de la squeezer et de repartir sur autre chose ?
Tout dépend de la situation. Ouais. Tout dépend de la situation. Je vais dire un truc très bête, tout dépend de l'auditoire aussi. En 2023 aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'égalité des genres. C'est une réalité. Tu vas pas avoir le même comportement. Enfin, les gens, pas toi, mais les gens ne vont pas avoir le même comportement quand c'est que des mecs, quand c'est que des nanas, quand c'est les deux. Et parfois, tu as des questions ou des interventions qui dérangent. Squeezer, c'est une bonne idée, mais intelligemment, tu vois. Oui, pas genre, je ne t'entends pas. Exactement. Tu fais comprendre que tu as capté, mais que c'est. En fait, voilà, parfois, ça peut passer par un regard. Mais dire, OK, c'est ni le lieu ni le moment, donc on n'y reviendra pas. Et sinon, moi, j'ai toujours ma carte spéciale. Je suis comédien, j'avais rien dit. Je suis pas comédien du tout. L'humour. Ouais, c'est ça. En fait, l'humour, ça te permet de sortir de situations incroyables où tu as l'impression que tu es dos au mur et en fait, tu sors ce joker-là. Et moi, c'est mon leitmotiv, je me sers de ça. Je peux pas faire autrement. Encore une fois, je m'appelle Mathurin. Quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Cassandre? Mais t'as un bon prénom, Mathurin. Mais je sais, j'aime bien me faire mousser un peu, tu vois. Non, j'adore mon prénom, mais c'est pour ça, c'est trop drôle. Mais justement, tu vois, quand il y a ce genre de situation, moi, là où je m'en sors à 100%, c'est grâce à l'humour. Tu rebondis dessus. On va reprendre la cuisine, ça met un peu de crème fouettée, tu vois. Crème légère, ça permet d'adoucir le truc. Ouais, c'est Top Chef, ça a repris depuis 2 semaines, on ne peut plus là. Et ça permet d'alléger le truc en fait. Et puis je trouve qu'on fait passer beaucoup, en tout cas moi je fais passer beaucoup plus de messages comme ça. Grâce à ce billet avec l'humour, ouais, clairement. On l'abordait tout à l'heure un petit peu, la gestion des imprévus. Moi j'ai déjà pu travailler avec toi et donc te voir en live. Quand il y a un bug technique ou quand, comme tu disais, il faut meubler, comment tu fais et surtout comment tu gères un petit peu au bout d'un moment tout à l'heure, dans ton anecdote, tu disais que pendant 20 minutes, tu avais dû meubler. Il y a aussi un moment donné où les gens, ils s'agacent. Ouais. Et comment tu fais pour gérer ça? Au-delà de s'agacer, ils s'impatientent. Ouais. Et comment je fais on en parlait tout à l'heure, l'aventure, elle a commencé en 2015, vraiment un peu par hasard. Et du coup, j'ai expliqué que je me suis lancé en 2018. En fait, entre ces périodes, je me suis vraiment formé donc, sur le tas, en interne, avec des agences événementielles. On a fait des trainings, parce que je venais du commerce, donc j'avais aucune expérience de l'événementiel. Pour moi, l'événementiel, c'était le gratin, tu vois, c'était un peu le truc là-haut, très impressionnant. Et c'était le cas. Et du coup, beaucoup de training. Et en même temps, dans cette période, il y a un moment donné où j'ai eu un petit creux, tu vois, parce que c'est assez chronophage, l'événementiel. Plus maintenant avec ce qui s'est passé dernièrement. Tout à fait. À l'époque, les périodes, c'était quand même, c'était très réglé. Tu avais des mois où il n'y avait rien, tu le savais. C'est vrai. Et il y avait des mois où tu dormais pas. La saisonnalité, oui. C'était le rush complet. Et dans les phases où il y avait un peu moins de prestats dans l'animation, j'ai eu l'opportunité, par le bouche-oreille, de travailler dans des agences de régie. D'accord. Donc faire de la régie événementielle. D'accord. Et je me suis dit, on fait banco, on y va, go. Alors d'une part, ça met un peu de beurre dans les épinards, on va pas se mentir. Mais de deux, je me suis dit, ça va aussi me former sur la technique. Ouais. Donc tout ce qui est light, vidéo, son, et même mobilier, tu vois, des trucs bêtes, mais ça va monter une scène, des pratos. Donc c'est du praticable, j'avais jamais entendu ce mot-là. La première fois, on dit, sors-moi les 2 pratos. Je fais, pardon. Ok, je vais te chercher un café, un espresso si tu veux dire. Pas de souci. Et ça m'a permis de monter en compétence dessus. Je trouvais ça très intéressant. Et en plus, j'ai fait la rencontre d'autres entrepreneurs, régisseurs. On est encore potes aujourd'hui, on se voit régulièrement. C'était vraiment une superbe expérience. Et ça m'aide aujourd'hui dans mon métier. C'était vraiment ça. Je me suis dit, je suis parti dans ce truc en me disant, si je vois, on me fait signe que le micro il fonctionne plus, ou ça je l'entends évidemment, ou on est en live, une caméra s'éteint. Du coup, j'ai plus de retour sur les écrans et les gens, du coup, ils voient plus. Ceux qui sont vraiment éloignés ne voient plus. Plutôt que de rejeter ma frustration et la faute sur les pauvres régisseurs qui n'y peuvent rien, parce que 3/4 du temps, c'est Jean-Jacques de la Compta qui est venu passer derrière la régie, qui a appuyé sur les multiprises sans faire exprès, et schlac, tout est coupé. Merci et Jean-Jacques, on te salue, je ne t'en veux pas. Mais c'est des trucs bêtes. Et ça évite de rentrer dans ce stress de « Oula, qu'est-ce qui se passe, ça y est ?» Et encore une fois, ce jugement. Parce que du coup, tu es tout seul, et en fait, tu es l'image qu'on renvoie. Donc à ce moment-là, les gens ils disent c'est le truc il a foiré et c'est toi le coupable. Parce que c'est toi sur scène. Donc en fait, il y a ce truc un peu bizarre où mais c'est normal, c'est très humain. Les gens pensent que comme c'est toi le maître de cérémonie, c'est toi le maître d'orchestre, tout ce qui se passe, c'est toi qui gères. C'est toi, ouais. Tu vois, s'il y a un truc qui bug, c'est de ta faute. Et du coup, tous les regards sont là et tu peux avoir à ce moment-là des petits ricanements, un petit peu de gêne et tout machin. Moi, ça me gêne pas du tout. Et donc, les imprévus, c'est de l'impro. Ouais, c'est de l'impro, il faut savoir rebondir, il faut savoir prendre des situations. Ça peut arriver parfois de prendre le public à partie, tu vois. Voilà, tu viens jouer en fait, tu viens chercher du contenu, tu viens chercher des choses, tu leur poses comme ça des questions à l'oral, ça va, vous passez un bon moment, c'est quoi les temps forts qui vous ont plu jusqu'à maintenant, si le micro il marche, c'est encore mieux, si c'est juste un bug vidéo ou lumière, c'est encore mieux. Mais voilà, t'en joues et puis des bugs techniques, ça arrive, mais c'est rare.
Et quand ça arrive, tu as des équipes derrière, c'est des monstres, quoi. Ils te règlent le truc en 20 secondes, c'est impressionnant. Ils réussissent à trouver la cause directe. Et c'est tous ces métiers de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui sont… moi, je leur dis à chaque fois, en fait. Ils sont surpris parfois, les équipes de régie, je vais les voir. Déjà, j'adore me présenter en amont, je trouve que c'est hyper important. À partir du moment où je suis sur un événement, on est une équipe. C'est exactement ça. Et c'est la force de l'équipe qui va faire… Mais à fond. Et du coup, c'est hyper important pour moi d'aller les voir, de saluer, d'expliquer qui je suis, de demander les prénoms, tout bête. Et en partant, je vais leur dire merci, tout simplement. Parce qu'ils disent, merci de quoi? J'y vais, les gars, si vous n'étiez pas là, je ne suis pas là, en fait. Je peux faire le rigolo sur scène, sans micro, sans technicien. Déjà, il n'y a pas de scène pareil. En fait, si vous n'êtes pas là, moi je fais rien, j'ai pas de travail. Et vice versa, on est dans comme tu dis, un vrai beau travail d'équipe qui fait que l'événement est… Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est top et je leur fais complètement confiance à chaque fois et ils trouvent la panne très rapidement. Donc ça arrive, mais franchement, c'est quand même très rare. Ouais. Et quand ça arrive, c'est histoire de avec quelques minutes maximum. Maintenant qu'on a vu l'aspect des imprévus, comment capter l'attention et surtout comment la garder tout le long de ton intervention. Une intervention, en général, ça dure quoi? Peut-être 1 heure, ça peut même durer bien plus. Tu parlais tout à l'heure au tout début, tu as dit qu'il fallait les premières secondes capter l'attention. Ouais. Mais comment tu la gardes? Alors, comment tu la gardes? Très intéressant. Encore une fois, moi, ce truc d'humour. Ouais. Tu vois, jouer sur… Alors, quand je dis humour, attention, je mets toujours les formes. Parce qu'on ne peut pas faire une blague non plus sur un sujet peut-être financier pour Et ça m'est déjà arrivé. Et je le referai plus. Mais parce que c'est des trucs que tu rôdes en fait. Au bout d'un moment, c'est un peu un spectacle en vrai. Tu vois, tu testes des trucs à une prestation, tu dis ouais, ça fonctionne, mais tu te fais rattraper derrière parce que tu dis ok, ça fonctionne pas partout en fait. En fonction de ton public, ça fonctionne pas partout, donc il faut que tu t'adaptes. Mais ouais, quand je dis l'humour, c'est vraiment voilà, je respecte tout à fait Patrick Sébastien, j'adore son travail. Dans le professionnel, je peux pas te permettre de faire ce genre de truc, tu vois. Oui. Il faut savoir doser, je pense. Exactement. Encore une fois, en fait, c'est subtil, mais ça permet justement, c'est ce petit truc où les gens ils sont surpris en mode tiens, on n'a pas trop l'habitude de ça d'habitude. Justement, d'habitude, ça fait 2 fois d'habitude, ça fait beaucoup d'habitude. Et là, ça fait 4 fois. Je vais m'arrêter là. Mais non, alors après, évidemment, il faut que les intervenants sur scène soient au courant, soient prévenus. Oui. Je leur demande toujours avant, est-ce que vous, ça vous va? On écrit le truc ensemble. Et puis, pour garder vraiment l'attention, c'est l'interview. Okay. C'est le truc classique, bêta, mais qui fonctionne très bien. Ce que je disais tout à l'heure, quand tu as quelqu'un qui vient réciter un texte pendant 30 minutes, c'est du par cœur, c'est très bien, mais au bout d'un moment, c'est très chronophage et du coup, tu perds ton auditoire. Le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour relancer la machine, pour créer une interview qui pop un peu comme ça spontanément, ça permet de garder l'attention justement parce que tu as un jeu en fait qui se passe. Ouais. Et tu n'es pas focus sur une personne pendant 30 minutes, tu as un présentateur qui est là, qui relance le truc. Et ça permet de garder le fil et de garder l'attention. Après, on va pas se mentir, oui, il y a des conventions qui peuvent durer 2h30 à 3h. Fatalement, c'est logique, tu en perds en cours de route. Tu peux pas garder 3 heures d'attention, c'est impossible. C'est long, c'est énorme. Et même physiquement, c'est impossible d'être attentif pendant 3 heures à quelque chose. Même pendant un film, à un moment donné, tu décroches quelques secondes, quelques minutes, mais tu décroches quand même. Et peut-être, ça peut être aussi l'occasion d'ajouter peut-être un icebreaker, un jeu, un truc, des choses qui viennent un peu casser le rythme. C'est ça. Pour, En fait, quand les participants, les intervenants sont prévenus de l'interview, ça te permet toi de pouvoir relancer spontanément. Même eux ne sont pas prévenus. Mais en fait, ils ne sont pas prévenus sur le coup parce que ce n'était pas préparé. Mais comme ils sont prévenus que je peux intervenir à n'importe quel moment, ils ne sont pas déstabilisés. Oui. Parce que mon but, c'est aussi de… parce que ça arrive qu'il y ait des gens, souvent, qui sont sur les conventions, sont des intervenants qui n'ont jamais pris la parole et qui là se retrouvent devant leur propre entreprise, devant leurs collaborateurs, devant leurs collègues, et qui doivent prendre la parole pour la première fois. Et du coup, ils sont tétanisés. Et donc, tout ce travail en amont, justement, de les accompagner, de les rassurer, de les réconforter aussi, ça arrive. Ça fait partie du métier aussi. Moi, j'adore ça. Et du coup, il faut passer cette barrière. Mais ça permet effectivement de pouvoir relancer et de pouvoir garder cette attention en intervenant spontanément. Tu captes l'auditoire, en fait. Ouais. Autre question, et je viens de le faire là, on a souvent l'habitude de rajouter des « des « voilà », des petits mots comme ça. Comment faire pour les éviter? Ça passe beaucoup. Moi, en tout cas, c'était le cas. Se regarder. Okay. Là, pour le coup, c'est important, au début en tout cas, pour gommer ces petits trucs. C'est pas grand-chose, hein. Mais pour les gommer, moi, c'était un vrai exercice, un vrai travail compliqué, parce que du coup, tu te vois. Et en fait, lors de prestations, je demandais à ce qu'on me filme justement pour essayer de voir ce que ça donnait. Et quand je les vois, je me rends compte que j'utilise beaucoup de « en fait ».
C'est Ok. des mots. Oui, chacun ses mots. C'est des mots de liaison, mais Tout à parasites. fait. Ce qu'on appelle des mots Exactement. de liaison parasites. Et s'il y en a, ma foi, c'est pas très grave. Mais pour les gommer au maximum, moi, ça a vraiment été. Je me suis rendu compte, en fait, genre en 2 phrases, j'ai dit genre 6 fois, en fait. Alors voilà, donc. Et tu dis, ouais, mais c'est ça. beaucoup trop, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est en se regardant. Ouais, c'était un vrai travail, ou se regardant ou s'enregistrant. Oui, encore une disais fois, tout on à en l'heure. revient à ça, Mais de en live, s'entendre. du coup. Ouais. S'entendre, mais là, c'est du live. C'est pas genre, je m'exerce chez moi, tranquillement, dans ma chambre ou dans mon bureau. Non, non, c'est vraiment là, c'est de la prestation live et tu te rends compte que ces petits trucs parasites, ils sont là. Et moi, ça m'a tellement choqué. Et aujourd'hui, du coup, enfin, choqué. Attention, c'est pas grave. Hein. Mais c'est rigolo parce que même quand j'écoute des émissions radio, j'adore les grosses têtes. Laurent Ruquier, il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup. Il en fait énormément. Et il s'en rend pas compte. Mais c'est après, voilà, ça fait partie du personnage. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, ça fait partie du perso. Mais si tu veux les gommer, ouais, moi, c'était vraiment ça le truc déclencheur, c'était ça. C'était de me rendre compte, de m'entendre, de me voir en live en me disant ah ouais, c'est beaucoup en fait. Ouais. Et ça m'a dérangé. Moi, personnellement, ça m'a dérangé. Bah, c'est ça. Et moi, je sais que ça m'est aussi arrivé de. Enfin, moi, mon tic, c'est beaucoup le voilà. Donc voilà, bah voilà, donc voilà, et voilà. Et donc, du coup, l'idée, ouais, c'est de. En effet, peut-être en s'entendant, on arriverait à le corriger. Tu chopes ce qui te dérange, du coup, Oui, la bien fois sûr. d'après, tu te concentres Bien dessus sûr. pour te dire, et puis tu peux t'entraîner. Après, tu peux faire des petits trainings aussi. Je disais tout à l'heure, face au miroir, ça fonctionne bien. Ou si, pas forcément au miroir, mais juste, tu vois, tout seul avec ton téléphone. Mais ouais, c'est en s'entraînant et puis en s'écoutant. Et tu les gommes, en fait. Ouais. Petit à petit, alors pas du jour au lendemain, parce que c'est. Encore une fois, c'est de l'apprentissage, on reste humain, mais ça, à force, ça vient. Ok. Puis tu t'en débarrasses. Bon. On arrive à la fin de notre échange. Mais non, Si, déjà. Mais oui. ça fait quand même 2h30. Ouais, c'est ça. Non, je voulais à nouveau te remercier d'avoir répondu présent à mon invitation, d'avoir été mon premier invité. Avec grand plaisir, je suis très honoré. Voilà. Et j'ai une dernière question, Mhm. un peu la question bonus. Ouh. Attention. Quel est l'événement auquel tu rêverais de participer? Waouh, ouais, c'est compliqué ça. L'événement auquel je rêverais de participer, Bah, je suis aussi speaker sportif. C'est arrivé après dans ma carrière, mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Il y a les JO qui arrivent l'année prochaine, tu vois, ça peut être un gros truc. D'accord. Après, mon rêve ultime, moi, vraiment, si je peux vraiment me confier à 100%, Burger Quiz. Le format auquel je rêverais de participer, animer un programme. Donc en tant qu'animateur? Ouais. Ok. Burger Quiz, c'est vraiment Chabat, c'est ma cam à 2000%, j'ai grandi dedans. Et tu te dis, le mec a tout. Enfin, c'est vraiment un truc, il invite des potes pour se marrer. Ouais. Ça fonctionne et en plus, tu apprends des choses. C'est clair. Et tu te dis, bah, le mec, il a tout compris, quoi. Bon. Et ça, vraiment, professionnellement, ce serait ça. Et après, sinon, ouais, puis tellement, en fait, des événements auxquels tu aimerais participer, c'est. Quand tu es piqué par ce truc, tu as envie de tout faire, en fait. Faire, bien sûr. Même s'il y a certaines choses où j'y vais pas. Parce que quoi, du coup? Parce que je sais que c'est pas que je suis pas légitime, c'est que je sais que c'est pas dans mes cordes. D'accord. C'est ça aussi l'intérêt d'être entrepreneur et de pouvoir choisir aussi. Bien sûr. Et de pouvoir accompagner les chefs de projet qui te font confiance. Il y a des moments où on m'appelle, on me dit est-ce que tu es dispo pour ça? Oui, je suis dispo. Est-ce que ça te dit? Non, ça me dit pas parce que je vais pas être pertinent. Je le sais. Je vais être dans un spectre qui est pas le bon. Et ça sert à rien que je te vende du rêve et que jour J, je me casse la figure et du coup, je me tire une balle dans le pied. Vous aussi, parce que par rapport à votre client, l'image va être ternie. Le client n'est pas content et ainsi de suite. Ouais. La transparence, c'est vraiment hyper important. Donc c'est ton dernier conseil? Ouais, c'est mon dernier conseil. Soyez transparent. Voilà. Bon, merci encore. Merci infiniment à toi, Cassandre. C'était trop cool. Ouais, grand plaisir. C'était le Talk de Cassandre. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous dès le mois prochain pour le nouvel épisode. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir la notification lors de la sortie du nouvel épisode. À bientôt!